Alors, bonjour à tous. D'abord, merci à tous pour votre patience. La technologie a ses limites des fois, mais je pense qu'on est prêt, on va y aller, ça va bien fonctionner. Je m'appelle Marie-Dion Tremblay, je suis coordonnatrice aux activités scientifiques ici au CQSS. Je voulais vous souhaiter la bienvenue aux gens qui sont dans la salle, aussi aux gens qui sont en visioconférence à Sherbrooke, aux gens qui sont à McGill. On a aussi des gens qui sont de la direction de la santé publique en Outaouais qui sont avec nous aujourd'hui, donc bienvenue à tout le monde. Des gens à Québec aussi, je crois, qui vont se joindre à nous ou qui sont déjà là. Bonjour à tous. Ils sont déjà là, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de Statistique Canada, on reçoit René Langlois qui vient nous présenter l'enquête sur les mesures de la santé. Sans plus tarder, juste une petite chose, on va essayer de réserver la période de questions et de discussion pour la fin de la présentation. Puis pour les gens qui sont dans la salle ici, on va faire circuler le micro. C'est bien important de parler dans le micro pour que les gens qui sont en visioconférence puissent bien comprendre vos questions et vos commentaires. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Mme Langlois. Merci beaucoup. Je suis enchantée d'accepter votre invitation pour venir vous parler un peu de cette nouvelle enquête à Statistique Canada. C'est la première fois que je travaille en visioconférence comme ça, alors soyez un peu patients si je fais des erreurs. Puis j'espère que vous pouvez tous m'entendre très bien. Alors, je vais vous faire une présentation qui vous donne un peu le contexte de l'enquête, qui fait un survol au sujet du contenu, des méthodes, un petit peu de résultats préliminaires, des indications de taux de réponse et nos plans de diffusion. Là. La diffusion s'en vient très, très bientôt. Et puis nos plans pour le futur aussi. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Le nom de cette enquête, c'est Enquête canadienne sur les mesures de la santé, ECMS en français. Elle est située dans la division des mesures physiques de la santé à Statistique Canada, qui est une division un peu, la division sœur des enquêtes de la santé à Statistique Canada. Voici. Alors, qu'est-ce que c'est l'ECMS finalement? C'est une enquête sur la santé qui utilise un questionnaire autodéclaration des répondants et aussi qui prend des mesures directes de la santé. Alors, par exemple, on parle de lecture de pression artérielle, de la taille, du poids, des mesures de conditions physiques, par exemple. Il y en a plusieurs, je vais passer à travers. Et le tout, évidemment, c'est pour recueillir des données détaillées sur la santé. Le contenu de l'enquête se concentre sur trois composantes en particulier. Les maladies chroniques, par exemple, on parle de cholestérol, de diabète, d'hypertension. On regarde aussi l'exposition aux contaminants environnementaux, qui est une question santé publique qui est très à la page de ce temps-ci. On recueille des indicateurs de maladies transmissibles. On regarde aussi des indicateurs de l'état nutritionnel de la population, par exemple la vitamine D ou le calcium. Et on recueille aussi des facteurs de risque et les comportements de santé qui sont liés à tous ces secteurs. Alors, on veut non seulement avoir les mesures, mais on veut aussi avoir l'information au sujet des répondants qui est pertinente à l'analyse de ces mesures-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce projet-là, qui a commencé à la fin de 2003, donc ça fait 6 ans que ça roule. Ça nous a pris un bon 3 ans et demi, 4 ans à développer l'enquête avant même de pouvoir commencer la collecte. Alors, finalement, ça fait des années qu'on parle de ça au Canada. Il y a plusieurs pays au monde qui ont déjà ce genre d'enquête, dont notamment les Américains, qui ont une enquête qui roule depuis à peu près 40 ans, je crois, qui fait ce genre de choses. Mais c'est parce que l'information que l'on recueille présentement sur la santé se fait par des enquêtes surtout et dans des registres médicaux. Puis il y a des limites à ce genre de données-là. Alors, il y a plusieurs variables qui ne peuvent pas être mesurées, qui ne peuvent pas être analysées sans des mesures directes. Par exemple, la pression artérielle. On peut demander à un répondant s'il a déjà été diagnostiqué avec l'hypertension ou un taux élevé de cholestérol. Si le répondant n'a pas vu un médecin, il n'a aucune idée. Alors, c'est quelque chose qu'il faut aller mesurer pour avoir de l'information exacte. Il y a certaines variables aussi les variables physiques peuvent être déclarées et mesurées sur une échelle continue. Alors, plutôt que d'avoir de l'information sur le nombre de personnes dans la population qui font de l'hypertension, qui n'en font pas, on peut avoir
toute l'échelle de ça. Alors, ceux qui font de la légère hypertension ou jusqu'à l'hypertension élevée, parce qu'on va avoir les mesures exactes de ça. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup plus d'informations que juste une réponse oui ou non. Et puis, les variables qui viennent des mesures directes sont plus objectives parce que on ne passe pas à travers d'abord le rappel des répondants qui peut faire défaut. La connaissance du répondant peut faire défaut. Et puis, on a parfois aussi tendance peut-être à embellir la réalité quand on répond par questionnaire, où on se base sur la réalité de notre poids la dernière fois qu'on s'est pesé il y a peut-être 5 ou 10 ans. Alors, c'est toutes des raisons pour lesquelles les mesures directes peuvent être beaucoup plus objectives et importantes. Et puis, il y a plusieurs questions qui sont importantes à la santé qui ne peuvent pas être mesurées sans les mesures directes. Par exemple, on parle de l'activité physique ou l'inactivité physique. C'est une question très importante. C'est une des questions les plus difficiles à mesurer de manière strictement par questionnaire, parce qu'il y a énormément de subjectivité dans l'interprétation de ce que c'est que d'être actif ou inactif. Autant au niveau du temps dépensé à l'activité physique qu'à l'intensité. Alors, ce qu'une personne croit être un degré modéré d'activité physique peut être interprété comme par une autre personne comme étant vraiment rien ou quelque chose de très intense. Et le temps qui est dévoué aussi, c'est très difficile à différencier entre ce qu'on fait dans une journée normale par rapport à ce qu'on fait quand on fait quelque chose de spécifiquement comme de l'exercice. Chez les enfants, c'est très difficile à aller chercher aussi combien de temps pendant qu'ils sont à l'école, à la garderie, etc. Alors, l'activité physique, c'est un domaine d'intérêt, puis on n'a pas vraiment de données très, très claires sur ça. Et juste un exemple, les Américains se sont penchés sur cette question-là il y a quelques années. Et puis, ils ont fait des études, une fois qu'ils ont eu recueilli, ils ont donné des moniteurs d'activité à leurs répondants, qui est un petit bidule qui ressemble un peu à un podomètre. Puis, ça recueille de l'information continuellement sur l'activité qu'ils font. Alors, pendant 24 heures, ils le portent. Nous, on leur demande de le porter pendant une semaine. Je pense que les Américains font la même chose. Alors, ça mesure la fréquence de leur activité physique et l'intensité de leur activité physique aussi. Alors, quand ils ont eu analysé toutes ces données-là, ils ont pu faire toutes sortes de beaux graphiques et puis ils ont comparé à l'information qu'ils avaient recueillie par questionnaire. Alors, le questionnaire était administré au même moment où le répondant portait le moniteur d'activité physique. Et puis, je pense qu'ils avaient une question qui demandait aux répondants, croyez-vous que vous rencontrez les normes prescrites par ce qu'ils appellent le Surgeon General aux États-Unis, qui est un peu finalement les recommandations du ministère de la Santé. Est-ce que vous rencontrez les normes quant à l'activité physique pour votre âge? Et puis, je crois qu'il y avait à peu près 40% des répondants qui disaient que oui, ils croyaient qu'ils rencontraient les normes. Et quand on regardait les résultats du moniteur d'activité, il y en avait 3% qui rencontraient les normes. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on s'est lancé dans ça avec beaucoup de soutien des ministères fédéraux et provinciaux sur la santé. Alors, quels sont les objectifs? Bien, je viens d'en parler pas mal, là, finalement, mais c'est vraiment le premier, c'est évident, c'est d'améliorer les renseignements que l'on recueille sur la santé couramment. C'est pas que les renseignements qu'on a ne sont pas bons et adéquats, mais ils ont leurs limites. On veut estimer le nombre de personnes au Canada qui ont certains problèmes de santé et les caractéristiques et certaines caractéristiques de la santé, ainsi que ceux qui ont été exposés à différents contaminants de l'environnement. Et ça, je vais vous donner plus de détails à mesure que la présentation va se dérouler. Estimer la répartition de certaines maladies aussi au niveau de la population et les facteurs de risque qui y sont associés. Mais aussi, on veut regarder les rapports entre les facteurs de risque et les caractéristiques liées au mode et à l'état de vie. On ne veut pas seulement étudier qu'est-ce qui donne des mauvais résultats au niveau de la santé, mais on veut savoir aussi qu'est-ce qui donne de bons résultats. Alors, l'idée, c'est d'avoir un échantillon représentatif de la population pour pouvoir étudier tout le continuum de la santé. On veut aussi participer à l'exploration des nouveaux dossiers de santé publique et les nouvelles techniques de mesure. Par exemple, la santé environnementale, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur depuis qu'on a commencé le développement de cette enquête-là, et ça se reflète beaucoup dans ce qu'on va faire dans le futur.
Les questions relatives à la vitamine D aussi sont des dossiers qui sont très, très à la page. Alors, on veut faire partie de cette étude-là. L'enquête va recueillir aussi auprès de l'échantillon, qui est un échantillon représentatif, du matériel génétique et d'autres variables pour servir à des études ultérieures. Alors ça, on fait ça, je donnerai plus de détails aussi, mais avec le consentement des participants. L'idée étant que on dépense beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour recueillir toute cette information-ci, mais aussi on recueille des échantillons de sang et d'urine que l'on va entreposer aussi parce que ça coûte très cher faire cette enquête-là et on veut pouvoir utiliser ces ressources-là à nouveau. Alors, comme ces échantillons-là sont des échantillons qui s'entreposent et qui peuvent être maintenus presque indéfiniment, en les entreposant, on peut donner accès plus tard à des chercheurs pour qu'ils puissent utiliser ces spécimens-là et faire d'autres mesures, faire d'autres études de plus que l'enquête a fait. Et évidemment, on va pouvoir évaluer la différence entre nos données qui sont rapportées par questionnaire et les données qui sont mesurées. Et ça va nous aider aussi parce que vous allez voir, cette enquête-ci, l'échantillon est quand même assez restreint. C'est une enquête qu'on fait, on l'a fait sur une période de 2 ans, donc ça prend du temps à voir les résultats. On espère pouvoir avoir une idée de grandeur de l'écart entre ce qu'on recueille par questionnaire et ce que l'on peut mesurer. Alors, parce qu'on va continuer à faire des enquêtes par questionnaire, il n'y a pas de doute, parce que ça, c'est la manière la plus rapide de le faire. Mais en sachant un peu, par exemple, l'exemple américain que je vous donnais au sujet de l'activité physique, bien, ça nous aide à interpréter les données que l'on continue de recueillir. Alors, Statistique Canada a commencé ça il y a environ 6 ans. Mais évidemment, c'est un tout nouveau domaine pour nous qui a plusieurs défis technologiques, de contenu, d'information, de mesures. Alors, on s'est entouré de plusieurs experts et on a fait un bon 2 ans de consultation avant de pouvoir vraiment commencer à construire l'enquête comme telle. Alors, nos partenaires sont les ministères Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. C'est eux qui ont parti le projet, c'est eux qui l'ont financé. Alors, ce sont nos partenaires de base et on essaie de répondre à leurs besoins le plus possible. C'est eux qui nous ont vraiment dirigés dans le contenu du questionnaire. On a mis en place un comité consultatif d'experts où il y a de l'expertise sur chacune des mesures que l'on recueille et qui vient du milieu médical, du milieu scientifique, du milieu académique aussi. On a peut-être ce comité-là de 20 à 25 personnes qui viennent de partout au Canada et on a la représentation de l'enquête américaine aussi. Et l'enquête américaine, c'est justement, j'ai essayé de me servir du petit crayon. Qu'est-ce que ça donne ici? C'est beau. NHANES, c'est National Health and Nutrition Examination Survey. Pardon. C'est l'enquête qui dure depuis une 40aine d'années aux États-Unis. Elle est menée par le Centers for Disease Control. Et ils ont énormément d'expérience. Ils nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Et on continue un beau partenariat avec eux. Étant donné qu'ils sont plus au sud que nous, mais ils ont quand même une population qui est au nord, quand ils font leur collecte de données, c'est une collecte séquentielle, hein, on ne fait pas toute la population en même temps. Alors, à cause de leurs contraintes opérationnelles, ils ont toujours mesuré leur population au nord pendant l'été pour ne pas avoir à affronter la neige, mettons, et leur population au sud pendant l'hiver. Mais ça, évidemment, ça a des implications sur les résultats qu'ils reçoivent. Il y a de la saisonnalité dans les résultats. Il y a de la saisonnalité dans les niveaux de vitamine D, par exemple, puis dans l'activité physique, etc. Mais eux, à cause de leur système, ils ont été obligés de le faire comme ça. Nous, on a de la neige quasiment tout le temps. À un moment donné, il va y avoir de la neige. Alors, ça les intéresse beaucoup de voir comment on a pu monter notre centre d'examen pour faire face à des situations comme ça. Alors, c'est un beau partenariat. Il y a du donnant-donnant des deux côtés. On a aussi mis en place un comité consultatif de médecins parce qu'on veut évidemment
utiliser les bonnes mesures, bien les interpréter, donner des bons rapports à nos répondants, parce que toute l'information qu'on leur recueille au sujet d'un répondant leur est retournée. Alors, il faut pouvoir analyser ça. Alors, on a beaucoup bénéficié des médecins. Le comité d'éthique de la recherche ici, Statistique Canada n'en a pas un, mais on a utilisé celui de Santé Canada, qui est notre partenaire. Alors, on a fait une étude très, très, très détaillée avec eux sur une période de 2 ans. On a évidemment consulté des chercheurs et des partenaires des organismes qui travaillent dans le domaine de la santé publique. On a un comité consultatif d'assurance de la qualité parce que toutes ces analyses de laboratoire-là, tout ça, c'est très technique, c'est très sensible. Il faut savoir comment gérer toute cette information-là. Les commissaires à la vie privée, je vois qu'il y a une coquille, là, pardonnez-moi pour ça, là, la vie privée. On a consulté et informé le commissaire fédéral à maintes reprises, ainsi que tous les commissaires dans chacune des provinces où il y a des sites. Alors, on a fait ça pendant la période de développement pour leur présenter le contenu et recueillir les inquiétudes, les questions qu'ils pourraient avoir par rapport à l'impact sur la vie privée des répondants dans leur province. Et à mesure que l'on procède à un site, qu'on s'installe dans un site dans une province, on avertit le commissaire à la vie privée au cas où eux reçoivent des questions de la population en se demandant c'est un peu quoi là, cette chose-là, puis qu'est-ce que le gouvernement a à faire dans ça, etc. On a un comité de laboratoire qui est là pour nous guider dans le choix des mesures de laboratoire, mais aussi le choix de méthodes de laboratoire. Moi, je ne suis pas du tout ferrée dans ça et c'est étonnant la différence qu'une méthode d'analyse peut avoir sur les résultats. Alors, on a besoin de beaucoup d'expertise de ce côté-là. Alors, quels sont les paramètres de l'enquête? Bien, c'est une enquête. Je vais vous donner les paramètres généraux. On a déjà un cycle de faits et on est en collecte du deuxième, puis il y a quelques différences entre les deux, mais en général, pour l'instant, la taille d'échantillon nous permet de faire des estimations nationales uniquement. Alors, un échantillon d'environ 5-6 000, ça nous permet des estimations au niveau de la population nationale seulement. Le plan de sondage est atypique à cause des coûts et de la logistique, parce qu'on a une clinique qui se promène d'un endroit à l'autre. Alors, on ne peut pas faire comme une enquête par téléphone où on peut rejoindre des gens vraiment très bien répartis à travers le Canada. Alors, il a fallu vraiment cibler notre échantillon à travers le pays. C'est une enquête qui est en 2 parties. La première partie commence avec un questionnaire ménage qui est administré chez le répondant par un intervieweur de Statistique Canada. Et après ça, le répondant est invité à se présenter à un CEM, un centre d'examen mobile. Je vais vous en montrer des photos tantôt. Et les mesures physiques sont prises dans ce centre-là. Et le centre d'examen mobile est installé dans un endroit le plus central possible dans la communauté pour que les répondants puissent se rendre sans trop de difficultés. Alors, pour le premier cycle, qui est celui dont la collecte est déjà terminée et dont les résultats vont commencer à être diffusés dans, je pense que c'est 93 jours, la taille d'échantillon est de 5 500. La population a été répartie en 5 groupes d'âge, de 6 à 11 ans, de 12 à 19. Je vais les lire au cas où vous ne puissiez pas les voir. De 20 à 39, de 40 à 59 et de 60 à 79 ans. Et dans chacun de ces groupes d'âge-là, on a environ moitié-moitié hommes et femmes. Alors, ça a été stratifié strictement par âge et par sexe. Et puis, la collecte du cycle 1 a duré de mars 2007 à février 2009. Et pour le cycle 2, la taille d'échantillon est légèrement plus élevée, 5 700. On a ajouté on a élargi le groupe d'âge le plus jeune. Alors, on a baissé l'âge jusqu'à 3 ans à la demande de plusieurs personnes, Santé Canada et autres. C'est un défi pour nous de savoir comment ça va marcher avec des enfants de cet âge-là. Les Américains font leur enquête à partir de la naissance. Mais il y a certaines choses que l'on fait qu'ils ne font pas. Par exemple, nous autres, on veut recueillir des échantillons d'urine parce que certaines des mesures que l'on fait sont mieux mesurées dans l'urine que dans le sang. Et ce n'est pas évident de recueillir des échantillons d'urine pour des enfants de moins de 6 ans.
et même de moins de 1 an. Alors, on a fait plusieurs tests pilotes avec des enfants de 3 à 5 ans pour voir si c'est faisable. Et avec certaines accommodations et puis certains matériels, ça a l'air que ça pourrait marcher. Il reste à savoir ce que les enfants eux-mêmes vont pouvoir performer au moment où on veut qu'ils performent. Ça, c'est la grande question. Mais enfin, on l'essaie, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et on a commencé cette collecte-là au mois d'août dernier et ça va durer jusqu'au mois d'août 2011. Et ensuite, un cycle 3 est déjà en développement et devrait commencer en janvier 2012 et couvrir jusqu'à décembre 2013. Et après ça, on va vraiment suivre une année de calendrier. Ça va être un peu plus simple au niveau de l'interprétation ou de la diffusion des données. Alors, la stratégie d'échantillonnage. Alors, on a l'échantillon recouvre le pays au complet, incluant les territoires du Nord. Mais comme ce qui est montré à l'écran ici, c'est la stratégie pour le cycle 1. C'est très, très semblable pour le cycle 2. La grande différence pour le cycle 2, c'est qu'on a 16 sites plutôt que 15, mais le reste est pareil. Alors, on a dû, parce que la clinique mobile doit se déplacer d'un endroit à l'autre, on ne peut pas l'envoyer finalement n'importe où au Canada. Alors, on a fait des analyses, des tests, et on a divisé la carte de la population finalement en sites où il y aurait au moins 10 000 personnes de population dans un rayon donné. Je ne me rappelle plus si c'était, je pense que c'est un rayon de 100 km. Et l'idée étant qu'il faut que les gens puissent se rendre à la clinique. On ne veut pas les envoyer à une clinique qui est à 300 km de chez eux et ils n'iront pas. Alors, on a divisé toute la carte comme ça et ça nous a donné 257 sites. On les a organisés en ordre croissant et on fait une sélection aléatoire dans ces sites-là. Alors, par exemple, une ville comme Montréal, qui a, je ne sais pas, 4 millions de personnes, je ne suis pas sûre, là, au juste, il y a des centaines de sites dans Montréal, parce qu'il y a plus dans Montréal et la région, parce qu'il y a plusieurs sites de 10 000 personnes maintenant. Alors, dans Montréal, évidemment, dans le premier cycle et dans le deuxième cycle, il y a eu des sites choisis parce que la population est concentrée là-dedans. Alors, ça peut être dans le site 2, on en a un dans Laval. Dans le premier site, on en a un dans le centre de Montréal. Alors, évidemment, c'est représentatif de la dispersion de la population. Alors, on a 2 sites potentiels dans les territoires, mais seulement 2. Puis, il y en a un qui est à Yellowknife et l'autre est à Whitehorse. Mais c'est un site sur 257. Ça se peut qu'il soit choisi. Jusqu'à date, ils ne l'ont pas été. On espère toujours, on aimerait vraiment pouvoir aller faire ça. Alors, une fois que les sites de collecte ont été choisis de manière aléatoire, on sélectionne les ménages à l'intérieur de ces sites-là et une fois qu'on a fait le contact avec le ménage, on sélectionne un répondant au hasard et des fois 2. Quand il y a un enfant, parce que les enfants doivent être accompagnés de quelqu'un quand il vient à la clinique mobile, s'il y a un répondant, un enfant qui est choisi, un enfant de 6 à 11 ans, automatiquement, on va choisir une autre personne dans le ménage aussi pour faciliter la charge à la famille, pour pas qu'ils aient à venir strictement pour un enfant. Finalement, on prend avantage de la situation, puis on en prend 2 par ménage. Alors, pour le site 1, les sites qui ont été choisis se sont répartis finalement dans 5 provinces. Et là, c'est ce que je vous expliquais. Au Nouveau-Brunswick, il n'y en avait qu'un seul, la région de Moncton. Au Québec, il y en avait 4, dont 2 à Montréal, un à Québec, puis un dans la région de Shawinigan. En Ontario, il y en avait 6. Et comme vous voyez, 2 à Toronto aussi, parce qu'il y a une grande concentration. 2 en Alberta, 2 en Colombie-Britannique. Et quand on regarde la répartition sur la carte, c'est là que je trouve que c'est intéressant visuellement parce qu'on voit ici, on dit toujours ça quand on présente ça. Y a-t-il des gens qui viennent de l'Ouest ici? Il n'y a rien là, c'est parce qu'il n'y a personne qui habite là. Mais statistiquement parlant, c'est vide. Là. La population, la densité de population est très faible. Alors, où on voit la concentration, évidemment, c'est dans les grandes villes, dans les grands centres urbains.
Dans le cycle 2, on a plus de gens dans les provinces de l'Ouest, alors ils sont bien contents, mais c'est un échantillon aléatoire, alors évidemment, ça va ressortir où il y a le plus de chances d'avoir de la population. On a mis en place un processus de consentement pour les répondants, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas dans les enquêtes à Statistique Canada, mais là, parce qu'on allait non seulement poser des questions aux répondants, mais on allait aussi leur mesurer sur toute leur couture et puis obtenir de l'information au sujet de leur santé qu'eux-mêmes n'ont pas. Il y avait toute une dimension éthique à ça. Alors, on a développé avec l'aide des commissaires à la vie privée et du bureau d'éthique une stratégie de consentement. Et la stratégie commence avec, évidemment, beaucoup d'informations qui est donnée aux répondants. Alors, on a développé un livret très, très détaillé qui a 23 pages, finalement, qui donne plein d'informations, qui informent le répondant sur tout ce qui va se passer pendant l'enquête, ce qu'ils vont savoir, ce qu'on va leur dire et ce que l'on ne leur dira pas et pourquoi on ne leur dira pas. Quelles sont les implications de participer au test? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Est-ce qu'il y a des risques potentiels? Qu'est-ce qui arrive aux enfants? Qu'est-ce qui arrive à l'entreposage de leurs échantillons s'ils l'acceptent? Pourquoi on recueille de l'ADN? En tout cas, c'est tout expliqué de façon assez simple pour les répondants. Et ça, on donne ça aux répondants pendant la visite au ménage pour qu'ils puissent regarder ça avant même de se rendre à la clinique. Et puis là, ils ont le temps de le regarder, d'en discuter avec leur famille s'ils veulent, puis d'arriver à la clinique de manière informée et de signer le consentement à la clinique à ce moment-là. Alors, on a 8 questions de consentement. La première, évidemment, on demande leur consentement par écrit de se soumettre aux évaluations physiques, parce qu'évidemment, s'ils refusent, ben, tout s'arrête là. L'âge de consentement a été établi à 14 ans, après beaucoup de discussions avec les médecins, les commissaires, etc. Alors ça veut dire qu'un enfant de 14, je ne devrais pas dire un enfant, un jeune de 14 ans et plus qui est sélectionné décide de participer ou non. Et va recevoir toute l'information aussi. Alors, si un jeune de 14 à 18 ans ou 17 ans décide de participer, l'information qui ressort de l'enquête lui est retournée à lui et non à ses parents. Et c'est l'enfant qui décide s'il participe ou non. On demande leur consentement de recevoir le rapport des tests de laboratoire. Il y a certains répondants qui n'en veulent pas. Très peu, mais il y a des répondants qui sont prêts à participer, mais qui ne veulent pas connaître les résultats. On fait du dépistage de maladies infectieuses. Dans le cycle 1, on dépistait l'hépatite B et C, qui sont des maladies à déclaration obligatoire au Canada. Alors, un médecin ou un laboratoire qui détecte un résultat positif à ces hépatites est obligé de le rapporter aux autorités de santé publique de la communauté. Alors, vu que nous, on fait cette enquête-là sous l'égide de la loi de la statistique qui nous empêche de partager des résultats, justement, sans le consentement de la personne, on avait un problème, là, parce que si on le recueillait sans le partager, au niveau de la santé publique, ce n'était pas leur rendre un service. Alors, c'est pour ça qu'on a un consentement pour ça, où on demande aux répondants la permission de faire le dépistage, faire la mesure de l'hépatite B et C, et de communiquer, s'il y a des résultats positifs, de communiquer ces résultats positifs aux autorités locales et provinciales concernées. Alors, il faut qu'ils comprennent que s'il y a un résultat positif, on va avertir le répondant, mais on va aussi avertir les autorités de santé publique de leur région. S'ils ne veulent pas que ça soit rapporté aux autorités publiques, on ne fait pas le test. On a quand même un excellent taux de réponse à ça aussi. L'entreposage des échantillons biologiques est un entreposage illimité. Alors, on demande leur consentement pour entreposer le sang et l'urine pour que ce soit utilisé dans des études sur la santé et strictement sur la santé. Ça ne peut pas servir à d'autres études. Et il y a tout un système pour avoir accès à ça. L'entreposage de l'ADN, même chose, sauf qu'on demande ça seulement aux gens de 20 ans et plus. Alors, pour l'instant, on n'entrepose pas l'ADN des enfants ou des adolescents, parce que c'est un domaine qui est moins connu et qui est mal connu, et puis il y a plusieurs inquiétudes à ce sujet-là.
Alors, on a déterminé avec l'aide de plusieurs experts qu'à partir de l'âge de 20 ans, une personne devrait avoir assez d'informations pour prendre cette décision-là. Pour le cycle 3, il y a bien des gens qui voudraient qu'on diminue ça jusqu'à l'âge de l'enfance. Alors, on est encore en discussion et en grande réflexion à ce sujet-là. On demande l'assentiment des jeunes de 6 à 11 ans. On leur donne un formulaire où tout est expliqué de façon très, très sommaire, très simple pour un enfant de cet âge-là. Mais ça prend le consentement écrit de leurs parents, évidemment. Ce qu'on appelle le nouveau consentement, c'est que parce qu'on entrepose les échantillons, si on a le consentement, on entrepose les échantillons de tous les enfants avec le consentement de leurs parents. Quand les enfants atteignent l'âge de 14 ans, le commissaire à la vie privée nous a demandé de retourner aux enfants quand ils atteignent l'âge de 14 ans pour obtenir leur nouveau consentement. Parce que l'entreposage de leur matériel biologique a été fait sur une base d'une tierce partie, leur père ou leur mère. Et vu que c'est quelque chose qui peut servir dans le futur à on ne sait pas trop quoi, le principe est qu'une personne doit avoir le contrôle sur sa vie privée et sur l'information qu'on peut dériver de ce genre d'échantillon-là. Alors, on fait un suivi de nos répondants enfants. Et quand ils atteignent l'âge de 14 ans, on recommunique avec eux ou on va essayer de recommuniquer avec eux. Là, jusqu'à date, ça ne va pas trop mal, là, mais quand on va arriver aux enfants qui avaient 6 ans il y a 2 ans, ça va prendre un autre 6 ans là, avant qu'ils aient 14 ans. Alors, ils peuvent avoir déménagé, etc., mais on va faire le plus possible pour essayer de communiquer avec eux. On leur envoie un document d'information leur disant pourquoi on communique avec eux et on leur demande leur consentement pour continuer l'entreposage ou non. S'ils refusent de continuer l'entreposage, on va aller sélectionner leurs échantillons dans la biobanque et on va les détruire. Et le couplage et le partage. Le couplage, c'est intéressant évidemment pour des chercheurs parce que avec le consentement, ça veut dire qu'on peut coupler les données anonymisées des répondants avec des bases de données administratives, par exemple l'information qui est dans les régimes d'assurance santé dans les provinces, les registres de cancer, etc. Alors ça donne beaucoup, ça ajoute beaucoup d'informations. Et le partage avec Santé Canada et l'Agence de santé publique aussi, c'est quelque chose qu'on demande à presque toutes nos enquêtes sur la santé et on l'a inclus dans celle-ci aussi. Bon, le contenu du questionnaire a été élaboré pour cibler les mesures prises dans le centre d'examen mobile. Alors, ça se penche sur l'état de santé, mais c'est vraiment ciblé sur les mesures. Alors, il y a certains comportements de la santé dans lesquels on n'est pas vraiment intéressé, par exemple la santé mentale, parce qu'on n'a pas de mesures physiques pour ça. Le sommeil, l'état de sommeil, on n'a pas vraiment de mesures physiques encore qui peut nous éclairer sur ça, alors on ne pose pas beaucoup de questions sur ça. Alors, les modules, on regarde l'état de santé général, la nutrition et la nourriture, les médicaments, les comportements en matière de santé, les facteurs environnementaux et l'information socio-économique, évidemment. La nourriture, le module sur la nourriture est très ciblé, ne ressemble pas du tout, si vous êtes familier avec l'enquête sur, comment ça s'appelle, l'ESCC, l'enquête sur la santé dans les communautés canadiennes, a fait un questionnaire, une enquête très détaillée sur la nutrition où il retournait dans les 24 dernières heures et le répondant donnait tout ce qu'il avait mangé, les quantités, etc. Ça a donné énormément d'informations. Nous, on ne peut pas faire ça parce que c'est très, très long pour un répondant. Et les mesures qui ont été choisies ciblaient la vitamine D, l'iode, le calcium, les gras. Alors, les questions qui sont posées ciblent vraiment la fréquence d'alimentation avec ce genre d'aliments. Alors, c'est un peu fracturé, là. Quand on parle de certaines choses, on ne parle pas d'autres, mais c'est comme ça. C'est peut-être un peu étrange pour le répondant qui se fait poser plein de questions sur certains types de fromages, mais pas d'autres parce qu'il n'y a pas tellement de calcium. Alors, enfin. Mais autrement, le questionnaire aurait été trop long. Déjà, comme c'est là, le questionnaire ménage prend environ 1 heure à administrer pour une personne. Évidemment, quand il y en a 2, c'est un peu plus long. Les facteurs environnementaux, on regarde la fumée secondaire, le soleil.
Les caractéristiques du logement aussi, ce sont des choses qui sont liées à certains contaminants environnementaux que l'on mesure. Les passe-temps aussi, ça peut sembler étrange de savoir si les gens font de la soudure ou du jardinage ou de la poterie, ce genre de choses-là. Mais ce sont des activités qui sont reliées à certains contaminants. L'utilisation de produits de toilette, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup dans les médias, que bon, tous les shampoings, les savons, tout ça, c'est plein de produits chimiques, etc., puis qu'il y en a qui pourraient être nocifs. Alors, on recueille de l'information sur ça. On n'a pas fait ces analyses-là encore. C'est ça qui va être intéressant de voir. Est-ce qu'il y a vraiment des corrélations, puis à quel moment quel montant d'exposition va résulter en un montant de contamination qui pourrait être dangereuse. C'est tout à venir. Ici, c'est un dessin schématique de la clinique mobile. La clinique est installée dans deux remorques, deux camions remorques qui font, je pense, 43 pieds de long, si je me rappelle bien. Et bon, c'est trop petit pour que vous puissiez voir, là, mais la première clinique qui est celle-ci, c'est l'aire de réception. Alors, les dossiers des répondants sont gardés là. Il y a une salle d'attente. Il y a certaines salles où on prend des mesures aussi. Mais il y a ici une passerelle qui communique à la deuxième. Alors, la passerelle est ici dans celle-là. Alors, elle communique comme ça entre les deux. Et puis, les répondants peuvent se promener de l'un à l'autre. Et dans cette clinique-ci, c'est le laboratoire hématologique est là, le laboratoire pour la prise de sang et l'urine, puis toute la manipulation des échantillons est dans ce laboratoire-là aussi. Il y a plusieurs salles pour faire les examens. J'ai des photos qui vont vous montrer ça un peu mieux. Ça, c'est la clinique en installation. Finalement, on voit ici le camion là, qui l'a transporté sur le site. Elles sont installées côte à côte. La passerelle est déployée entre les deux. Et puis, bon, il y a toute l'installation électrique, d'eau, Internet, téléphone, etc. se fait sur le site lui-même. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir ces photos-là, mais c'est quelques photos de l'intérieur. Ici, la première ici est l'endroit où on accueille les répondants, où on a leur dossier et on fait la pression artérielle aussi. Ici, c'est l'instrument qui mesure la pression artérielle. La deuxième ici, c'est le laboratoire d'hématologie où il y a un congélateur ici. Et ici, je ne me rappelle plus, c'est le... Je regrette, je ne connais pas le nom en français. C'est un... Pardon? C'est la hotte, c'est ça, exactement. C'est ça, merci beaucoup. Ici, c'est le stadiomètre pour mesurer la taille en position debout. Alors, c'est très précis. Le répondant doit se tenir là et ça glisse pour mesurer la bonne taille. Alors, on ne prend pas avec un ruban parce que ça distorte un peu. Ici, la station pour l'examen bucco-dentaire. Ici, l'installation pour la prise de sang avec un lit au cas où les gens tombent, et ça arrive que les gens tombent. Ici, la salle où on fait l'exercice de conditionnement physique, vous voyez les marches ici. L'examen, c'est un examen de monter et de descendre des marches à une certaine cadence. Et ici, c'est une autre salle pour prendre la pression artérielle et pour faire certaines questions de consentement aussi. Alors, on a le personnel est sur le terrain. Alors, on a une équipe volante qu'on appelle. Ils se promènent d'un site à l'autre. Ils sont à l'extérieur pendant 2 ans. Pendant le cycle 1, ils ont fait 7 ou 8 sites par année. Alors, à peu près 6 semaines dans un endroit. Ils installent la roulotte. Toute la roulotte vient avant le personnel pour qu'elle soit installée. Dans le cycle 1 à Montréal, j'ai essayé de trouver une photo, puis je ne l'ai pas trouvée, mais on était installé au Biodôme. Alors, c'était très facile pour les gens de trouver l'endroit. Il y a à peu près 20 personnes dans la clinique et ce sont du personnel certifié avec les différentes associations, soit de technologie de laboratoire, de kinésiologie, pour faire les mesures.
2 dentistes faisaient partie de l'équipe aussi pour faire l'examen bucco-dentaire. Ça a été un ajout qui a été financé spécifiquement par le bureau du dentiste-chef au Canada. Et on a 10 intervieweurs et un gestionnaire d'intervieweurs. Et on a beaucoup regardé différents modèles pour faire la collecte de données, dont un qui était plutôt que d'avoir une clinique qui se déplaçait, de déplacer l'équipe, mais d'utiliser des installations sur place, de trouver une clinique ou de trouver un endroit où on pourrait installer la clinique à chaque fois. Mais finalement, ce qu'on a trouvé, et en regardant beaucoup ce qui se passait du côté des États-Unis aussi, les mesures sont tellement sensibles, les instruments sont tellement spécifiques que si le fait de changer d'un instrument à l'autre peut avoir d'implications sur la mesure qui en ressort. Et là, ça devient impossible à analyser. Et on a justement cette difficulté-là avec les Américains. On est en train de regarder les résultats de la vitamine D avec eux. Et eux l'ont mesuré d'une manière. Nous, on l'a mesuré d'une autre parce que la technologie est plus avancée. Mais ça fait qu'on ne peut pas vraiment comparer les résultats directement. Alors, on a fait une étude de croisement assez complexe pour pouvoir analyser ça. Alors, il y a beaucoup de difficultés de ce côté-là. Alors, finalement, ça valait la peine de faire l'investissement, de construire ça et de pouvoir s'en servir pour avoir des données le plus fiables possible. Alors, quelles sont les mesures? Les grandes composantes sont là. Alors, l'anthropométrie, on mesure la taille en position debout, mais aussi en position assise pour les enfants seulement. Apparemment, il y a des rapports que l'on peut calculer entre la grandeur du tronc et la croissance de l'enfant, etc. La circonférence de la taille et des hanches, évidemment, pour faire le ratio, qui est très important. Le poids. On prend 5 plis cutanés aussi parce qu'on sait tous qu'il y a des limites à l'indice de masse corporelle, des gens qui sont très musclés et dépendamment d'où on porte le gras aussi, ça a beaucoup d'impact sur le syndrome métabolique. Alors, on prend 5 plis cutanés là, où on mesure l'épaisseur du gras sous la peau en 5 endroits, le mollet, la taille, la hanche, le triceps et dans le milieu du dos. On fait un test de capacité, de capacité cardiovasculaire, donc c'est l'exercice de l'escalier où on a des marches et dépendamment de l'âge de la personne, on les commence à une cadence et il y a une petite musique qui joue, ils doivent monter les 3 marches et redescendre les 3 marches et pendant 3 minutes, puis ensuite on prend leur fréquence cardiaque pour voir où elle se situe. Et si elle se situe dans des normes standards pour leur âge, on augmente la cadence, ils passent aux deuxième phase. La deuxième phase, la cadence est plus rapide. Alors, ils continuent comme ça. Et ça nous donne une échelle pour voir à quel niveau leur capacité cardiovasculaire est développée. Alors, ça peut être très faible jusqu'à vraiment excellent. La pression artérielle et la fréquence cardiaque au repos. La pression artérielle est prise avec un instrument électrique. On prend 6 mesures et on ne compte pas la première. Alors, on installe le répondant dans un endroit tranquille pour qu'il ne soit pas stressé. Il ne doit pas bouger pendant 5 minutes. La première, l'instrument prend une mesure à chaque minute pendant 6 minutes. La première est rejetée parce qu'il y a souvent un effet de la machine sur la pression, parce que la première fois qu'elle gonfle, elle commence à serrer le bras. Des fois, les gens s'inquiètent un peu ou s'énervent, ne sont pas habitués. Alors, cette mesure-là, d'habitude, elle est rejetée, puis on garde les 5 prochaines. Les aptitudes musculo-squelettiques, la force de préhension, donc pour mesurer la force physique d'une personne, la flexion du tronc pour mesurer la flexibilité en général, et les redressements assis partiels pour mesurer la santé du dos et de l'abdomen. L'activité physique, on leur donne un moniteur d'activité ou un accéléromètre aussi pour porter. On leur demande de le porter pendant 1 semaine et de nous le retourner. Il y a un examen de santé bucco-dentaire et un test de spirométrie qui mesure la capacité pulmonaire. Alors, un petit visuel de ce que ça peut avoir l'air en commençant ici. Quand la personne arrive à la clinique, il y a un consentement, la période de consentement écrit. On fait aussi une vérification pour voir s'ils ont
on vérifie les médicaments qu'ils prennent pendant l'interview à domicile, mais on fait une autre vérification pour voir s'ils en ont des nouveaux, etc. Ensuite, on demande l'échantillon d'urine. Ensuite, ici, c'est la pression artérielle. C'est là l'instrument électronique. Ensuite, la taille en position debout. Ici, on voit une personne qui est debout sur le stadiomètre, en position assis. Le poids ici, c'est vraiment pas une bonne photo parce que ici, ça donne l'impression que la personne se pèse elle-même, ce qui est vraiment pas du tout le cas, mais on n'a pas réussi à trouver une bonne photo avec la balance qui est une balance qui est prise dans le plancher, c'est une balance électronique. Alors, en tout cas, c'est ça, c'est le poids. La circonférence de la taille, les plis cutanés ici, on voit ça, un pli cutané sur le triceps en arrière. Ensuite, on leur donne le moniteur d'activité. La prise de sang ici. Ensuite, c'est la spirométrie. C'est un instrument dans lequel l'individu doit souffler et ça donne des indications sur les différents syndromes respiratoires. Et ici, le test de la marche. Alors, il y a 3 marches à monter ici. La force de préhension, c'est ceci. Il y a un instrument que le répondant doit serrer pour voir, et ça mesure la force. Et apparemment, c'est un excellent indicateur de la force en général. Ensuite, ici, la flexion du tronc. Alors, il y a un instrument ici qui mesure la distance à laquelle la personne peut se plier. Les redressements assis partiels, la santé bucco-dentaire. À la fin ici, c'est le rapport qui est donné au répondant. Alors, à la fin de l'examen à la clinique, le répondant reçoit toutes ces mesures. Alors, son poids, sa taille, son IMC, sa pression artérielle, les résultats de spirométrie, les résultats de conditions physiques, etc. C'est tout donné, interprété pour cette personne-là aussi. Les seuls résultats qui n'ont pas, ce sont les résultats de laboratoire, parce qu'évidemment, ils doivent être envoyés au laboratoire, analysés et retournés. Ça dure à la clinique environ 2 heures pour une personne. Ça dépend de l'âge. Il y a certaines mesures qui ne sont pas faites sur les 60 ans et plus. Toutes les mesures de conditions physiques, par exemple, redressement assis partiel, ce n'est pas fait à cet âge-là. Mais en général, à peu près 2 heures. Alors, quelles sont les analyses que l'on fait à partir des échantillons sanguins? Je ne vous les donne pas toutes ici, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors, encore, il y a certaines analyses qui sont faites autour des questions de diabète, donc la glycémie à jeun et aléatoire, l'insuline à jeun et le HbA1c, c'est quelque chose qui est relié au diabète, c'est tout ce que je sais. Moi, je ne suis vraiment pas une spécialiste là-dedans, vous en connaissez sûrement plus que moi. Mais on a des gens qui travaillent avec nous qui connaissent vraiment bien ça. Tout ce qui est trait au cholestérol et aux triglycérides, évidemment. Et ces autres mesures, homocystéine, fibrinogène, etc., il y a certaines de ces mesures-là qui sont un peu expérimentales, mais on s'est donné, et on a eu la permission de les inclure parce que c'est des données qui semblent être associées avec différents facteurs de risque pour la santé cardiovasculaire, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'informations encore. Alors, on recueille ça. L'idée étant que parce que notre échantillon est représentatif de la population en général, on peut vraiment regarder qu'est-ce que ça a l'air chez une personne qui n'a pas de maladie cardiovasculaire, qui est en forme, etc., comparé à d'autres. Les indicateurs d'état nutritionnel incluent l'acide folique dans les globules rouges, la vitamine D, calcium et vitamine B12. Et dans le cycle 1, les maladies infectieuses étaient les hépatites. Dans les contaminants environnementaux, dans le sang, il y en a plusieurs, dont le plomb, le mercure, le cadmium, qui sont des éléments pour lesquels on a des normes au Canada. Alors ça on peut regarder ça, évaluer ça et pouvoir sortir de l'information sur le pourcentage de la population qui dépasse les normes permises, mettons, pour le plomb sanguin. Alors, ce sont les seuls pour lesquels on peut analyser les résultats contre des normes, c'est le plomb, le mercure, le cadmium. Toutes les autres, il y a des études, il y a plusieurs sources de données, il n'y a pas vraiment de normes encore, mais l'objectif de recueillir ces données-là, c'est justement de nous aider à établir des normes. Et on voit ça surtout avec les pesticides et les composés perfluorés, là, qui sont les revêtements antiadhésifs dans les poêles, les choses que l'on met pour imperméabiliser, pour protéger, tout ça, c'est tout
des composés chimiques. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'on devrait mieux contrôler ça, mais au Canada, on ne sait pas ce que c'est notre base. On sait pas, on n'a aucune idée sur ce qu'on a nous-mêmes dans notre sang. Alors, c'est difficile de dire, par exemple, il y a une communauté en Nouvelle-Écosse où, depuis des années, ils se débattent avec, il y avait des gisements je ne me rappelle plus de quoi, là, j'aurais dû l'écrire, mais enfin. Et puis, ils sont certains que ça a contaminé leur environnement et contaminé le sol. Alors, ils nous ont demandé de faire partie de l'enquête pour qu'ils puissent tous se faire mesurer, etc. Sauf qu'évidemment, si on mesure cette communauté-là, c'est plus représentatif de tout le pays. Alors, il faut commencer par avoir une base nationale et ensuite, s'ils ont les moyens, etc., là, ils peuvent se faire mesurer et dire, ben oui, on est plus haut, on est plus bas, on est comme les autres, etc. Alors, l'information va être vraiment utile, mais à long terme. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'études qui ont besoin d'être faites encore avant qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe. Et il y a des analyses générales qui sont faites sur le sang aussi, l'hémoglobine, par exemple, les globules blancs, etc. Dans l'urine, on mesure pour l'état nutritionnel l'iode. Il y a d'autres contaminants environnementaux qui sont mesurés dans l'urine parce qu'ils sont mieux mesurés dans ça. Et il y a une différence entre ce que le sang donne et ce que l'urine donne. L'urine, c'est des choses que l'on excrète plus rapidement. Le sang, ça indique quelque chose de plus à long terme. Alors, ça donne deux lectures bien différentes. Par exemple, le mercure dans l'urine et le mercure dans le sang, c'est analysé de façon complètement différente. Et on voit ici quelque chose qui va être très intéressant au mois de juillet l'année prochaine, les résultats du bisphénol A qui vont sortir. Il y a énormément de controverses au sujet de cet élément-là. Et alors ça va être diffusé au mois de juillet l'année prochaine. Et certains indicateurs pour la santé rénale aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que tout l'échantillon est pris à notre centre d'examen mobile. Alors, ça commence ici. Et les échantillons sont traités là, sont divisés en éprouvettes, sont préparés pour le transport, mis sur glace ou dans le congélateur, etc. Et sont envoyés à 3 endroits différents. À Santé Canada, le laboratoire de Santé Canada est à Ottawa et eux font les indicateurs de maladies chroniques et de nutrition. Une autre partie est envoyée au Laboratoire national de microbiologie qui est à Winnipeg et eux sont spécialisés dans les maladies infectieuses. C'est eux qui faisaient toutes les analyses pour le SRAS, par exemple. Alors, c'est envoyé là. Et c'est là aussi qu'on fait l'entreposage des échantillons de sang et d'urine et d'ADN. Ils ont vraiment toutes les installations nécessaires pour ça. Et les biomarqueurs de l'environnement sont envoyés à l'Institut de toxicologie, à l'Institut national de santé publique du Québec à Sainte-Foy. Et eux sont spécialisés dans ce traitement-là. Ils ont une réputation internationale pour le traitement des contaminants environnementaux. Les laboratoires font les analyses et nous retournent ça selon des protocoles de confidentialité et de sécurité très, très élevés. Et nous retournent ça dans différents délais, là, dépendamment des analyses qui sont faites. Alors, tout ça, évidemment, parce que nous, on a besoin de ces données-là, mais aussi on les retourne aux répondants qui ont participé à l'enquête, s'ils veulent les avoir. Alors, à la fin de la clinique, à la fin de la visite à la clinique, comme je vous montrais, ils reçoivent le rapport de ce qui a été mesuré ce jour-là. Ils reçoivent aussi des lettres. Si on détecte, par exemple, un problème de pression artérielle ou dans leur examen de santé bucco-dentaire, quelque chose qui a vraiment besoin d'un suivi rapide, on génère des lettres à l'attention de leurs professionnels de la santé en expliquant le cadre de l'enquête. Finalement, ce n'est pas un diagnostic, c'est des mesures. On peut faire des erreurs. Alors, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a détecté quelque chose et on leur donne ça, on donne le résultat et on suggère aux répondants de faire un suivi avec un professionnel de la santé dans certains délais. Et ça dépend du résultat. Si quelqu'un, par exemple, se présente avec un niveau d'hypertension très dangereux, on va leur donner une lettre en leur disant « devriez vous rendre chez un médecin aujourd'hui » ou à l'urgence aujourd'hui, quelque chose du genre. Alors ça, c'est remis à la clinique aussi. Mais environ 12 à 16 semaines après la visite à la clinique, là, le répondant va recevoir le rapport des tests de laboratoire. Et ça, ce qu'on fait, c'est qu'on leur génère un petit rapport qui est personnalisé
qui a tous les résultats des tests pour lesquels on peut donner de l'information. Alors, comme je disais, il y a certains contaminants environnementaux, on n'a aucune idée de si un niveau est haut ou bas, si on devrait s'inquiéter ou pas s'inquiéter. Alors, on a déterminé avec les commissaires à la vie privée, on a débattu de ça beaucoup, qu'on ne le mettrait pas dans leur rapport parce que c'est de l'information qu'on ne peut pas interpréter. Et en plus, les médecins, le comité de médecins nous disait, moi, s'il y a un répondant qui m'arrive et qui me donne ça, moi, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, je ne peux pas l'aider. Les autorités de santé publique ne savent pas non plus. Alors, ça va créer toutes sortes de problèmes. Ça pourrait créer de l'anxiété qu'on ne peut vraiment pas résoudre. Alors, pour ceux-là, on ne donne pas ces résultats-là. C'est indiqué dans le matériel qu'on donne aux répondants. Pour ces mesures-ci, on ne vous donne pas les résultats. Par contre, s'ils tiennent absolument à les revoir, parce qu'on fait ça sous l'acte de la statistique et l'acte de la vie privée aussi, on va leur donner. Alors, on leur donne les coordonnées, ils peuvent nous appeler et on va leur donner sur demande. Et puis là, mais là, en leur disant, malheureusement, on ne peut pas vous donner plus d'informations. Alors, mais ça, c'est toujours possible. Ce n'est pas arrivé beaucoup dans le cycle 1. Je pense qu'on a environ 45 personnes qui nous ont demandé ça sur les 5600. Alors, ce qu'ils ont dans ce rapport-là, c'est la première colonne, c'est le nom de la mesure, du test, par exemple, cholestérol, HDL, triglycérides, etc. Ensuite, on a leurs résultats. Et ensuite, on a la fourchette de référence pour leur âge et des fois pour leur sexe, ça peut varier aussi. Et on leur indique s'ils sont à l'extérieur de cette fourchette-là ou non. Alors, on leur met une petite indication. Alors, s'ils sont légèrement à l'extérieur, on leur met une indication. Alors, puis, on leur dit toujours, si vous voulez faire un suivi, apportez ça à un professionnel de la santé. Ce ne sont pas des diagnostics, c'est des résultats de tests avec les mesures, avec les instruments, avec les méthodes qu'on a prises. On sait que d'autres instruments peuvent donner d'autres résultats. On leur dit, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, un suivi, c'est apporter ça au médecin. Alors, on a développé ça avec le comité de médecins, justement, pour que ça soit compréhensible pour les médecins aussi. Mais on a un protocole de transmission de rapports hâtifs. Si on trouve des résultats qui sont en dehors des fourchettes normales, mais de façon plus critique. Et ça aussi, les médecins nous ont aidés à établir ça. Parce que des fois, 12 à 16 semaines, ça peut faire une différence. Alors, si on détecte ça quand on reçoit les résultats, les laboratoires ont développé des protocoles. S'ils détectent quelque chose qui est au-delà d'un tel seuil X pour telle mesure, ils nous envoient ça dans les 24 heures après avoir fait le test. Et nous, on prend ça et on prépare un rapport qu'on appelle un rapport hâtif pour le répondant. On leur écrit une lettre, on leur donne le résultat et on leur envoie ça disant, voici le résultat, vous devriez voir quelqu'un aussitôt que possible. Quand c'est vraiment critique, et c'est arrivé quelques fois, très rarement, on va appeler le répondant et leur dire, il y a quelque chose de vraiment bizarre ici. Les laboratoires ont leur protocole qui est de toujours répéter quand il y a quelque chose en dehors d'une fourchette. Alors là, on va les appeler et leur dire, il y a quelque chose d'inquiétant peut-être. On vous envoie ça tout de suite. Vous devriez faire un suivi. Et c'est arrivé très, très rarement, mais il y a eu un cas dont je me rappelle, c'était une enfant. Et puis, ils ont fait un suivi et les parents ont pris la peine de nous rappeler et de nous remercier parce qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était assez sérieux. Alors, on explique aux répondants et on ne veut pas donner l'impression que ce qu'on leur dit, c'est vous avez le diabète. Ce n'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est votre glycémie est trop élevée ou pas assez élevée, ou votre cholestérol est trop élevé. Faites un suivi. Et on a eu des cas, un cas d'une personne qui avait reçu des résultats de vitamine B12 de son fils qui était trop bas, qui est allé voir un médecin. Le médecin a refait les tests, a trouvé le même résultat et ont commencé à traiter l'enfant avec des suppléments, des injections de vitamine B12. Et ils nous ont écrit une très belle lettre en disant que ça avait complètement changé le comportement de leur enfant, qui avait des difficultés d'apprentissage, etc. Alors, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on est bien content de les entendre. On n'a pas entendu de problème de l'autre côté, mais ça se peut. Tu sais, que quelqu'un n'est pas jeûné quand il devait jeûner, puis nous, on a fait les analyses avec un facteur de jeûne, alors le résultat n'est pas ce qu'il devrait être. Alors, c'est pour ça qu'on dit toujours, on ne vous donne pas de diagnostic, mais on vous donne juste de l'information pour faire des suivis.
Et évidemment, on a des maladies infectieuses. Alors, je pense que je vous l'ai expliqué, là, que c'était seulement fait si le répondant donnait la permission de partager les résultats avec les autorités de santé publique. Et là aussi, le laboratoire, si un résultat positif, le laboratoire nous transmet ça dans les 24 heures. Et toujours dans ce cas-ci, notre conseiller médical, on a un médecin dans l'équipe et le médecin va communiquer avec le répondant parce que un résultat positif spécifiquement à l'hépatite C, c'est quelque chose de très grave quand même et c'est transmissible. Alors, il va discuter avec le répondant, lui dire qu'il y a eu ce résultat positif-là, ce que ça peut vouloir dire et lui rappeler que ça va être transmis aux autorités publiques aussi. Alors, le répondant peut peut-être s'attendre à se faire avoir une communication des autorités de santé publique de sa région. Alors, quels sont les taux de réponse? Maintenant qu'on a fait un cycle au total, on a 5600 répondants environ là, au cycle 1. Et ça représente, quand on le regarde selon différents taux, de tous les répondants qui ont été sélectionnés, 88% ont répondu au questionnaire ménage. Ensuite, de ceux-là, de ceux qui ont complété le questionnaire ménage, 85% se sont rendus au centre d'examen mobile. Alors ça représente 75% des gens qui ont répondu au questionnaire. Alors, c'est pas tout le monde qui répond au questionnaire, et de ceux qui répondent au questionnaire, c'est pas tout le monde qui se rend à la clinique mobile. Fait qu'on en perd, mais on se retrouve finalement avec 3/4 des gens qui ont été sélectionnés pour participer à l'enquête. Alors ça, on trouve ça très, très, très encourageant. On avait fait un pré-test avant de tout se lancer là-dedans en 2004, justement parce que, bon, on mettait beaucoup de choses sur pied, c'est complexe, tout ça, mais on n'avait aucune idée à savoir si les gens allaient participer ou non. On se demandait, est-ce qu'on fait ça si on a 20% de gens qui répondent, ça ne vaut pas la peine. Alors, on est très content de ce qui s'est produit dans le cycle 1. Et quand on regarde, une fois qu'on a ça, les gens qui se rendent au centre d'examen mobile, une fois qu'ils sont là, ils font tout finalement, à peu près tout. Et alors ici, j'ai les résultats pour les différentes composantes. Alors on voit que l'anthropométrie, c'est 100%. Tout le monde se fait peser, mesurer, etc. La pression artérielle, tout est très haut. Le plus bas est l'exercice de l'escalier pour la condition physique. Et ça, c'est en partie parce que ça, on ne le fait pas faire aux 60 à 79 ans, mais sont exclus du dénominateur quand même de ça. Mais de ceux qui restent, on fait un examen de dépistage avant qu'ils fassent le test pour s'assurer qu'ils ne font pas d'autres pressions, qu'ils n'ont pas de condition cardiaque, qu'ils ne font pas d'arthrite, etc. Alors, le 91%, c'est parce qu'il y a des gens qui sont exclus de cette composante-là, finalement. Et ça peut avoir un impact quand on va regarder les données parce que finalement, on se demande, on a exclu des gens qui sont déjà pas en très bonnes conditions, alors est-ce qu'on est en train de biaiser les données un petit peu? Mais les Américains ont le même problème, mais c'est pas sécuritaire pour nous de faire un examen, un test cardiovasculaire à quelqu'un qui a une condition cardiaque, même si elle est contrôlée. On ne veut pas les mettre dans cette position-là. Alors, il faut exclure certaines personnes. Pour les prises de sang, on voit que c'est à 96% et l'urine à 98,8%. Il y a des variations selon l'âge, surtout pour le sang. Évidemment, chez les enfants, c'est plus de l'ordre de 85 à 88%, je crois, pour les plus jeunes, ce qui est quand même pas si mal. Pour le cycle 2, parce qu'on va avoir des enfants plus petits, il a fallu adopter nos protocoles avec des aiguilles plus fines, puis des papillons plus fins, puis une crème, mettre une crème anesthésique, exactement. Là, alors, puis on a engagé des phlebotomistes spécialisés avec le travail pour les enfants. Fait qu'on espère avoir un bon taux aussi pour les 3-6 ans, mais c'est un peu un essai là, dans le cycle 2. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'on va avoir un fichier avec des données complètes, finalement, pour tous les répondants. Et les taux d'acceptation pour les consentements, comme je disais, ce n'est pas tout le monde qui va avoir leurs résultats. Fait qu'on a 99,8% qui veulent leurs résultats, donc on parle de juste quelques personnes là, qui ne les ont pas pris. Alors, tout est en haut de 94%, alors c'est vraiment
très, très bien. L'entreposage de sang et d'urine est à 97 %. L'entreposage de l'ADN est celui qui est le plus bas, mais c'est quand même 94 %. Alors, le partage de données et les couplages est presque à 100 %. En fait, ce qu'on a décidé pour le partage des données, c'est on va créer un fichier, on élimine il y en a une douzaine peut-être qui ne veulent pas partager, et on va éliminer ça pour qu'on puisse avoir un fichier qui est complet avec nos partenaires aussi. Alors, mais ça, c'est de toutes les enquêtes santé faites à Statistique Canada, c'est celui où le partage est le plus élevé. Et on comprend maintenant que c'est parce que dans ce livret-là, on leur donne beaucoup d'informations sur ce que ça veut dire, le partage. D'habitude, c'est fait sous une entrevue téléphonique. Fait que, on leur dit comme en 15 secondes, est-ce que vous donnez la permission de partager? C'est pas bien expliqué, c'est pas bien compris. Alors, on a écrit toute une page sur pourquoi, comment, c'est quoi les restrictions, etc. Et je pense que ça, toute évidence, ça a aidé ce taux-là. Alors, le potentiel analytique, évidemment, est énorme. On a beaucoup de chercheurs là, qui sont en attente depuis plusieurs années pour ça. On a 722 questions dans nos questionnaires. Il y a plus de 50 variables de mesures physiques. Il y a plus de 120 échantillons biologiques, analysés différentes mesures sur les échantillons biologiques. Alors, on va ajouter aussi des indicateurs de pollution et de l'environnement qui vont venir d'Environnement Canada. Ça, pour les gens qui regardent surtout la pression artérielle et la spirométrie, les conditions climatiques peuvent avoir un impact sur les mesures le jour même où elles sont prises. Alors, on va aller chercher cette information-là, rendre ça disponible aussi pour les gens qui veulent vraiment regarder les microdonnées. Alors, là, je vais tourner un peu à la diffusion parce que la diffusion s'en vient très rapidement. On a fini la collecte en février de cette année et puis on se prépare là, à diffuser. Alors, évidemment, nos objectifs sont comme les objectifs de tout le monde qui recueille des données. On veut vraiment fournir des données qui correspondent aux besoins des utilisateurs. Alors, on a fait beaucoup de consultations avec nos partenaires et avec les chercheurs, les gens dans les ministères de santé, pour voir quelles sont les priorités. On veut que ce soit exact et de qualité. On fait énormément de contrôle de qualité, puis dans un délai raisonnable. Et pour le délai raisonnable, on a décidé d'une stratégie où on va diffuser les données en 4 vagues, plutôt que d'attendre que tout soit traité et analysé, ce qui aurait retardé un peu le début de la diffusion. Et évidemment, on veut que ce soit accessible à grande échelle. Les données vont être dans les centres de données de recherche. On va mettre en place un protocole pour que les chercheurs aient accès aux échantillons biologiques aussi. Et ça prend de la documentation vraiment complète pour tout ça. Alors, on est dans ce processus-là dans le moment. Il y a déjà eu quelques documents qui ont été publiés avec l'information sur le CMS. Je le laisse là si ça vous intéresse. L'idée, c'était de créer un bassin d'informations qui était déjà disponible au moment où les données sortiraient. Alors, ce numéro-là contient 5 articles qui regardent qui donnent des détails très spécifiques sur la méthodologie, sur les aspects opérationnels, logistiques, sur les questions éthiques, sur l'échantillonnage, etc. Alors, ça, c'est disponible. Je regrette, je vois que je n'ai pas mis le numéro de catalogue, mais si vous allez sur le site de Statistique Canada, vous devriez pouvoir le trouver. On a déjà eu 2 diffusions provisoires basées sur les 8 premiers sites de collecte. Et ça, c'est venu de demandes de nos partenaires de Santé Canada, où ils avaient besoin d'informations assez rapidement. La première était sur le plomb, le mercure, le cadmium, la deuxième sur la vitamine D. Alors, on a créé un fichier avec juste les 8 premiers sites, donc seulement environ 2500 individus. Évidemment, ce n'est pas aussi détaillé. Les analyses sont assez à haut niveau. Mais le plomb, mercure, cadmium, on a diffusé ça au mois de novembre l'année dernière. Et la vitamine D, ça a été diffusé juste cet été, au mois de juillet. Et la vitamine D en particulier, c'était parce que justement, il y a un projet de recherche entre les gouvernements américains et canadiens pour regarder les politiques en fortification de vitamine D. Et puis, les Américains ont beaucoup donné sur la concentration sanguine de vitamine D des Américains, mais on n'en avait pas au Canada encore. Alors, on a préparé ce fichier préliminaire-là
diffuser ça pour que Santé Canada puisse y avoir accès, pour qu'ils puissent travailler avec leurs collègues américains à ces politiques de fortification. Alors, notre échéancier de diffusion, comme je disais, ça va être en 4 vagues. La première vague va être en janvier 2010. Et les données vont venir des fichiers ménage, donc toute l'information qui a été recueillie au ménage, et de ce qui s'est passé au centre d'examen mobile ou à la clinique. On a éliminé des fichiers les répondants qui ne se sont pas rendus à la clinique, parce que l'objectif de l'enquête, c'est vraiment les mesures physiques. Alors, on veut avoir une pondération qui représente la population totale qui s'est rendue à la clinique. Alors, les fichiers sont cohérents entre les deux volets de l'enquête. Alors, on va diffuser de l'information sur l'anthropométrie. Alors, toutes les mesures anthropométriques, taille, poids, circonférence, taille, hanche, les plis cutanés, etc., pour donner un portrait physique de la population. La pression artérielle, la santé bucco-dentaire, la condition physique et la spirométrie. Alors, ça, c'est toutes les mesures qui sont faites dans le centre d'examen mobile. Donc, en janvier, c'est le 13 janvier que ça va être diffusé par Statistique Canada. Environ une semaine après, le 20 janvier, il va y avoir 2 articles qui vont sortir dans les rapports sur la santé qui vont être super intéressants. Et un article fait la description de la condition physique des Canadiens adultes et l'autre la condition physique des Canadiens, des enfants canadiens. Pardon. Ça va sortir. Alors, les deux vont se suivre de très, très proches. Et ensuite, en février, un deuxième article basé sur ces données-là, sur la pression artérielle. Alors, on a mis en place des protocoles pour que des chercheurs externes à Statistique Canada aient accès à ces données pour qu'ils puissent écrire des articles très, très étoffés sur les résultats. Nous, ce qu'on va sortir, on va sortir des tableaux, on va sortir un fichier, on va sortir un quotidien avec l'information, mais ça va être assez sommaire quand même. Mais l'information va être disponible. Alors là, tout le monde va pouvoir aller la chercher. L'idée des articles, c'est d'avoir de l'information plus détaillée puis plus expliquée. Alors, ça va se suivre de très proche. La deuxième vague va être au mois de mars et ça va inclure toutes les données qui proviennent du laboratoire, sauf les mesures environnementales. Alors, l'hémogramme, alors les résultats de la batterie sanguine, le diabète, l'état nutritionnel, la santé cardiovasculaire, donc le cholestérol, les triglycérides, etc. Tout ça, ça va être disponible au mois de mars. Encore là, même genre de choses. Le fichier va être mis en disponibilité. Il va y avoir certains tableaux sommaires sur le site web de Statistique Canada, mais aussi un article, et celui-là va être sur la vitamine D. La troisième vague va être au mois de juillet 2010 et celle-là va être encore aussi très intéressante. C'est là qu'on va diffuser les données, les mesures environnementales, tous les contaminants de l'environnement. Et il y a certains contaminants de l'environnement qui sont faits sur toute la population, mesurés sur toute la population, tout l'échantillon, c'est-à-dire de 5600, mais il y en a d'autres qui sont faits sur des sous-échantillons parce que ce sont des mesures qui sont extrêmement chères à faire. Des fois, ça coûte 1 000 $ par répondant, juste pour une mesure. Alors ça, il a fallu les faire sur des sous-échantillons. Et parce que ce n'est pas la même pondération que le fichier maître, on va avoir 5 fichiers de sous-échantillons qui vont être disponibles à ce moment-là aussi, avec l'information sur comment utiliser les poids. Alors ça, le bisphénol A, ça va sûrement être ramassé par les médias et discuté aussi, les métaux, les pesticides, etc. Il y a encore un article qui va être écrit, mais le contenu n'a pas été déterminé encore. Le bisphénol, c'est tellement controversé comme mesure, puis comme on n'a pas vraiment de normes au Canada, ça sert à établir des normes, alors c'est un peu difficile à valider et à analyser, mais il y a de l'information aux États-Unis, dans d'autres pays, etc. Fait que ça pourrait être intéressant aussi. Et la quatrième vague va être au mois de novembre 2010 et cela, ça va être les données qui viennent du moniteur d'activité, l'accéléromètre. Et puis, ces données-là vont être ajoutées au fichier aussi. Et puis, un article sur l'activité physique. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment faire des corrélations entre ça et les données qui ont été diffusées en janvier sur l'anthropométrie et la condition physique aussi, pour voir c'est quoi les liens entre la condition physique et l'activité physique, etc. Alors, des choses intéressantes qui vont sortir. La biobanque, alors comme je vous disais, on les entrepose, les échantillons au fur et à mesure.
et ils pourront être utilisés à partir de l'automne 2010. On a établi un protocole et on est en train de le raffiner pour l'approbation des projets de recherche. Les recherches doivent être approuvées par un comité d'éthique, doivent être évaluées par un comité scientifique qui va juger de la pertinence de l'étude, des mesures, de l'analyse qui va être faite. Ce n'est pas tous les laboratoires qui peuvent faire les analyses. On a découvert ça. Alors, un chercheur doit vraiment pouvoir montrer qu'il est capable et qu'il a les moyens et l'expertise de faire les mesures. Tout ça pour éviter qu'il y ait une ruée vers ces échantillons-là pour que des gens s'en servent pour toutes sortes de choses qui n'ont pas trop d'allure. Alors, ça va vraiment être contrôlé. Et on va mettre en place, à la demande du commissaire à la vie privée encore, un comité de surveillance, finalement, de la biobanque qui va se réunir à tous les 3 ou 5 ans pour regarder quels sont les projets qui ont été soumis, quels sont les projets qui ont été approuvés, puis est-ce qu'on est toujours dans la lignée qu'on s'est donnée quand on a commencé. Parce que l'inquiétude, c'est que la biobanque va continuer pendant 20 ans, 50 ans. Dans 50 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas où va être la technologie. Alors, l'inquiétude, c'est qu'on divague un peu puis qu'on soit rendu dans des choses qui ne sont pas dans le consentement original. Il faut se rappeler que le consentement original, c'était pour des études sur la santé. Alors, il y a des inquiétudes. Le futur est inconnu. Alors on va mettre ça en place pour s'assurer qu'on fait bien les choses. Et ce comité-là va avoir la capacité et l'autorité de fermer la biobanque s'il trouve qu'on ne fait pas bien les choses. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors ça, c'est une représentation un peu plus visuelle là, du plan de diffusion, les 4 vagues. Et de la 3e vague, on voit qu'il y a des fichiers de sous-échantillons aussi. Et je vais passer assez rapidement sur ça pour qu'on ait du temps pour les questions. Évidemment, on va avoir des guides de l'utilisateur, des dictionnaires de données, des tableaux sommaires, des variables dérivées. Je vais vous laisser lire ça plus tard. Juste pour votre information, pour ceux qui utilisent les autres enquêtes, enquête nationale sur la santé de la population ou le SCC, quand on a des variables identiques, on a créé des variables dérivées identiques aussi pour pas qu'il y ait de confusion entre les deux ou 3 sources de données. On a déjà en place une ligne d'aide pour les utilisateurs, un numéro de téléphone 1888 qui est pour nos répondants s'ils ont des questions, mais aussi pour les gens qui veulent l'information. On va créer des ateliers, les fichiers vont être dans les centres de données de recherche et évidemment, il va y avoir la possibilité de faire des tableaux personnalisés aussi. C'était ça. Le site web, l'adresse du site web est là, statcan.gc.ca/ECMS. Ça vous rentre directement dans de l'information sur le CMS plutôt que d'avoir à se promener un peu partout sur le site là, qui est encore en reconstruction pour que ce soit plus facile. Mais là, on a eu la permission d'avoir une adresse à nous. Alors, si vous rentrez cette adresse-là, vous allez pouvoir obtenir beaucoup d'informations, même déjà et encore au moment de la diffusion. Notre numéro de ligne téléphonique à la division est ici, le 1-888-253-1087. On a aussi une adresse courriel qui est là. Si vous voulez nous envoyer une adresse courriel, ça rentre directement chez nous. Ça ne passe pas par des bureaux régionaux ou des bureaux de conseil aux utilisateurs, etc. Ça vient directement dans la division. Alors, le service devrait être plus rapide comme ça. Et pour le cycle 2, on a commencé au mois d'août. On inclut des enfants à partir de l'âge de 3 ans. Le contenu est à peu près semblable. L'idée étant que l'on veut pouvoir, après la collecte des 2 cycles, amalgamer les 2 cycles ou additionner les 2 cycles un à l'autre pour avoir un fichier d'environ 11 000 personnes qui va vraiment aider le potentiel analytique à ce moment-là. Alors, on a essayé de garder les choses le plus pareil possible. Mais on a ajouté, évidemment, c'est jamais possible, on a ajouté quelques nouvelles mesures. Dans les maladies infectieuses en particulier, on a ajouté la chlamydia, l'herpès type 2 et le VPH, 45 types de VPH. Alors ça, et on a tout mis un protocole en place aussi pour retourner ces résultats-là aux répondants, parce que ça, c'est des résultats qui sont très importants et intéressants pour les répondants, mais très sensibles aussi. On a ajouté la ferritine et l'hormone parathyroïde aussi.
on a plus de 130 nouvelles mesures environnementales au cycle 2. Alors, c'est juste pour vous dire comme c'est un secteur qui est vraiment en expansion. Et on mesure aussi l'air ambiant dans les ménages. On remet aux répondants un échantillonnaire d'air, qui est un petit tube finalement, et qui échantillonne les composants organiques volatiles dans les ménages. Et ça aussi, ça va être retourné à un laboratoire qui va faire les analyses de l'air ambiant, encore pour voir quelles sont les expositions dans l'air auxquelles on est soumis. Les sites du cycle 2, là, comme je vous montrais, on est un peu plus éparpillés cette fois-ci. On n'en a qu'un seul, non, on en a quand même deux en Colombie-Britannique, un seulement en Alberta, un à Winnipeg, alors c'est moins vide dans le centre du pays. Toujours 6 en Ontario, on en a 5 au Québec maintenant, et Colchester-Pictou, c'est en Nouvelle-Écosse, et un à Saint John's, Terre-Neuve aussi. Alors, beaucoup plus répartis. Et c'est vraiment un jour de fête chez nous quand on sélectionne les sites pour voir où on va être et puis où l'équipe va se promener. Alors, on était bien contents de voir qu'on allait voir des nouveaux endroits aussi pendant le cycle 2. Mais toujours pas dans les territoires, malheureusement, mais on espère que ça va venir un jour. Alors, et juste pour vous dire aussi que le CMS est parrainé et appuyé par l'Association médicale canadienne, l'Association dentaire, les diététistes, l'Association pulmonaire. On a fait beaucoup de consultations avec ces organismes-là et ils étaient enchantés d'appuyer l'enquête. Ils ont donné des lettres de soutien, ils ont mis des liens dans leur site web, etc., pour vraiment encourager la participation des répondants. Et ils attendent évidemment les données avec impatience. Et vous avez mes coordonnées là, si vous voulez des renseignements supplémentaires, ou vous pouvez faire parvenir un courriel à notre adresse courriel ou visiter le site. Alors, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu de ce qui se passe. Puis, je pense que s'il y a des questions, on a du temps pour répondre à des questions. Oui? Est-ce qu'il y aurait des questions à Québec, Sherbrooke, McGill ou en Outaouais? À Québec, c'est bon pour nous, merci. À Sherbrooke, j'aurais une question. Oui, allez-y. Si je comprends bien, le plan d'échantillon ne permettra pas de regarder la population, les sous-populations autres que celles de l'ensemble du pays, par exemple. On ne pourra pas voir s'il y a des différences entre les populations rurales et les populations urbaines. Il y a certains de nos sites qui sont plus ruraux que d'autres, je pense en Alberta, mais vous avez raison qu'ils sont toujours centrés autour d'une municipalité. On espère, au cycle 3, on est en développement dans le moment pour le cycle 3 et peut-être le cycle 4, de voir si on peut augmenter la taille de l'échantillon, ce qui veut dire évidemment augmenter l'infrastructure, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt au niveau provincial aussi pour ajouter des sites dans leur province pour qu'ils puissent avoir une représentation au niveau de la province ou faire une analyse urbaine aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir faire dans le futur. Et malheureusement non plus, la taille d'échantillon n'est pas assez grande pour nous permettre de faire des analyses, par exemple, par origine ethnique. Alors, ça se peut qu'il y ait des Autochtones, par exemple, qui soient choisis dans l'échantillon. On n'est pas sûr dans les communautés autochtones, mais dans les communautés urbaines, on pourrait en avoir. Malheureusement, parce que ce n'est pas stratifié selon cette variable-là, on ne peut pas vraiment faire des analyses pour des sous-populations ethniques. Mais dans le futur, on espère qu'en accumulant des sites, on va pouvoir construire un échantillon qui va nous permettre de faire ce genre d'analyse-là. Merci. Est-ce que vous pourrez avoir une idée sur le coût global ou approximatif d'un centre mobile, un centre de santé mobile? Sur le coût? Oui, le coût global. Je sais que c'est un peu difficile, mais juste pour avoir une idée. Ouais. Je peux vous dire que le coût du cycle 1, pour partir le cycle 1, donc les 6 ans, 4 ans de consultation et achat de l'équipement, etc., était de 36 millions. Et puis, un cycle maintenant, donc le cycle 2, nous coûte environ 13 millions par année. Alors, 26 millions pour faire la collecte. Je
pense que la question portait aussi beaucoup sur le centre de santé mobile. les laboratoires. Ouais, la roulotte comme ça. Combien Les CEM. ouais. Oui. Combien elle a coûté spécifiquement? Oui, parce que c'est beaucoup de choses. Ben, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'on en a deux ensemble. Là. On en a deux. Chaque centre est composé de 2 remorques et on en a 2 de ça. Parce que pendant qu'on est en collecte dans un site, on est en train d'installer le prochain. Alors, les cliniques, les centres d'examen mobile jouent à saute-mouton un peu comme ça. Alors, et une de ces cliniques-là nous a été donnée par les Américains, justement, parce qu'ils en avaient une dont ils ne se servaient plus. Alors, par des procédés extrêmement compliqués et diplomatiques, on a réussi à emprunter ça parce qu'ils nous l'ont prêté finalement. C'est un prêt de 10 ans. Et puis, il a fallu tout l'équiper pour le climat canadien, etc. Et là, je ne suis pas sûre non, de combien la deuxième a coûté. Je sais que c'est moins d'1 million, mais je ne sais pas combien c'était. Mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel, puis je vais vous l'obtenir la réponse parce qu'on a ça dans les budgets. Bonjour. Est-ce que vous prévoyez un coût pour l'utilisation des échantillons d'ADN? C'est quelque chose qui est à l'étude, ça, dans le moment. Sûrement qu'un chercheur qui veut avoir accès à l'ADN doit pouvoir faire le traitement technique qu'il veut faire, doit pouvoir faire l'analyse biologique ou de laboratoire qu'il veut faire. Donc, il devra assumer ce coût-là. Mais on n'a pas l'intention par exemple, de donner un coût, de les vendre. Il va falloir que le chercheur assume tous les coûts associés. Par exemple, s'il est à l'Université de Montréal, puis les échantillons d'ADN sont à Winnipeg, puis il faut qu'il les envoie à Montréal, bien, il va falloir qu'il paye ce coût-là. Oui, bonjour. J'aimerais savoir s'il va être possible de ventiler les données en fonction des limitations d'activité. On pose les questions. On a les questions semblables à l'enquête nationale sur la santé de la population. Et puis, on peut dériver un index à partir de ces questions-là aussi. Il va rester à savoir quelle est la taille d'échantillon qui tombe dans ça. Mais ça serait fort possible parce que, si on suppose qu'il y a environ, 13% de la population qui a une limitation d'activité, probablement qu'à un certain niveau, on pourra faire des analyses. Peut-être plus dans certains groupes d'âge que dans d'autres. Peut-être les enfants, ça va peut-être être moins possible, mais chez les personnes âgées. Mais les indicateurs sont dans le questionnaire ménage. Le but d'utiliser la roulotte, c'est d'utiliser toujours le même équipement avec les mêmes systèmes de laboratoire pour faire les tubes et tout ça pour standardiser le tout. Est-ce que ce serait pensable de faire avec des instruments achetés par Statistique Canada, tous de la même batch, si je peux dire, et les installer dans une clinique comme à Sherbrooke, comme à Québec, et de faire opérer ces cliniques-là avec des processus standardisés partout, avec le même type d'appareil pour toutes les mesures. Ils ont tous la même balance, ils ont tous le même... C'est un modèle qu'on a regardé justement pour que la collecte soit faite plus rapidement. Ouais. Installer 15 cliniques plutôt qu'une clinique, etc. La difficulté qu'il y avait là, c'est que le personnel est différent, donc c'est faisable. Mais il faut qu'il y ait une formation vraiment très, très assidue et un suivi assidu du personnel. Mais là où on a vraiment échappé, c'est qu'on ne pouvait pas trouver d'espace dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc. Quand on a fait notre pré-test, on a fait le pré-test à Calgary parce qu'il s'adonnait à avoir une nouvelle clinique qui ouvrait, qui était pas en pleine opération encore. Alors, ils avaient un espace à nous donner. Mais de trouver ça dans chacune des communautés où on était, c'était au moment où on en avait besoin, c'était pas possible. Alors ça, c'était un problème. L'autre problème, c'est tout le protocole de transmission des données est très sécuritaire. Alors, il a fallu monter un système informatique entre la clinique mobile et Statistique Canada
assez même très sophistiqué. Puis, c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on contrôle la clinique mobile. Alors, on peut le mettre en place. Mais quand on est allé à Calgary, justement, il a fallu installer ça dans la clinique comme telle. Il a fallu construire des murs dans la clinique pour que l'environnement soit confidentiel et sécuritaire. Il a fallu meubler avec les meubles qu'on avait. Alors, c'est faisable, mais les coûts viennent d'ailleurs, finalement, à ce moment-là. Alors, c'est une question d'équilibre de coûts. Et puis, parce qu'on a eu le potentiel d'avoir ce partenariat-là, finalement, avec les Américains, on a décidé de le faire comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait autrement. Les limites sur les données vont être différentes, c'est tout. Est-ce que le fait d'aller dans une roulotte apporte un intérêt que les gens se rendent à la clinique? D'aller dans une roulotte spécialement installée? Ça, c'est très, très intéressant comme question parce que nous autres, on est tellement conscients de la confidentialité, de la vie privée, tout ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les roulottes, on n'a même pas le nom de l'enquête sur les roulottes. Ça dit juste Statistique Canada. Et ça, c'est parce qu'il faut protéger l'identité de nos répondants et la confidentialité de nos répondants. Alors, il y avait des gens qui avaient des inquiétudes que si un participant se rend à la roulotte et le nom de l'enquête est indiqué sur la roulotte, ça devient un fait connu qui participe à cette enquête-là. Alors, bon, ça peut être un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. Mais le problème que nous, ça nous donnait en même temps, c'est que ça a l'air de quoi, une clinique blanche installée dans un stationnement quelque part? Tu sais, ça peut être pas trop crédible là, pour certaines personnes, puis surtout qu'il fait noir le soir, puis on a des rendez-vous le soir, les fins de semaine, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a ce document-là avec des photos de la clinique dedans. On a aussi, sur les portables des intervieweurs, on a créé une petite vidéo qui leur montre la clinique, qui leur montre ce qui se passe dedans, etc. Alors, ils sont prêts à voir ce que ça a l'air et ils connaissent l'environnement dans lequel ils vont. On fait énormément de relations, de communication avant d'être dans un site aussi. Alors, on va rencontrer les autorités de santé publique, on va rencontrer le conseil municipal, on parle aux médias. Alors, on leur dit qu'on s'en vient. Et on envoie des communiqués aux médias avant que la collecte ménage commence. Il y a des articles qui paraissent dans les journaux quotidiens, mais aussi surtout les journaux communautaires, pour que ça soit quelque chose de crédible. Alors, quand l'intervieweur se présente à la porte, puis commence à expliquer le projet, qu'il n'y a pas la réaction, ben non, vraiment, là, ça n'a pas de bon sens, ça. Alors, quand on a de la couverture médiatique comme ça, on l'envoie aux intervieweurs et ils ont ça, soit sur leur laptop ou ils prennent le journal, puis ils apportent le journal pour le montrer aux répondants aussi. On fait le jour avant que les répondants arrivent à la clinique, on fait une journée porte ouverte pour les médias et on invite, des fois c'est le maire, dans les petites villes, la communauté la plus rurale qu'on a fait était en Colombie-Britannique. Et puis là, le maire est venu, les conseillers municipaux sont venus, en tout cas, il y avait, tu sais, pour eux, c'était une grosse affaire. Et puis, ils viennent, puis ils parlent aux médias, ils se font filmer, etc. Ça passe aux nouvelles. Alors, tout ça, c'est des efforts pour que les gens voient la crédibilité de l'enquête. Et jusqu'à date, ça semble marcher. Et c'est pour ça qu'on a les numéros, etc., le site web. S'il y a des gens qui sont intéressés à participer, mais qui ne sont pas trop sûrs, ils peuvent appeler, ils peuvent faire des vérifications auprès de différentes personnes aussi. Et finalement, ça n'a pas l'air à nous avoir causé de problème. On essaie que ça soit central puis éclairé. Parce qu'avec un taux de réponse de 88 effectivement. 85? 85 de 88. C'est fort. De l'Université McGill, on aimerait savoir si vous avez une date approximative où les questionnaires et les dictionnaires seront mis disponibles pour les utilisateurs. Oui. Les questionnaires du cycle 1 sont déjà sur notre site web et les dictionnaires de données
les dictionnaires de données. Toute la documentation d'enquête va être sur le site Web au moment de la diffusion. Alors, quand les fichiers vont devenir disponibles, on va mettre l'information sur le site Web aussi. Il y a je crois que les dictionnaires de données ne pourront pas être sur les sites Web à cause de difficultés d'accessibilité, mais il va y avoir de l'information là pour les rendre disponibles aux chercheurs qui en ont besoin. Bonjour, vous avez répondu en partie à une de mes questions sur le urbain-rural tout à l'heure, mais étant donné que je suis géographe, évidemment, c'est le lien avec la géo. Ça va être quoi l'échelle la plus fine qu'on va pouvoir aller par répondant? Ils sont associés à leur fameuse zone? Ils sont associés à leur site, mais le fichier de données va être seulement au niveau national. L'échantillon est fait pour des données nationales. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est comme vous disiez tout à l'heure. C'est ça. Alors, toute la pondération est faite au niveau national, n'est pas faite au niveau du site. Alors, ça doit être utilisé à ce niveau-là. Éventuellement, quand on aura les sites 1 et 2 ensemble, ça se pourrait qu'il y ait certaines provinces où on pourra faire l'analyse au niveau provincial. Et au niveau du site, ce n'est pas représentatif de la ville ou de la région. Oui, bonjour Madame Langlois, merci beaucoup pour la présentation. Je travaille dans l'industrie de la santé, donc les résultats que vous avez présentés, ça va être sûrement une mine d'or pour nous. La question que j'ai pour vous, en fait, c'est que dans un de vos diapos, vous avez parlé du couplage possible avec les bases administratives. Est-ce que c'est quelque chose à court terme que vous prévoyez de faire, par exemple, avec l'utilisation des médicaments au RAMQ ou l'utilisation des services de la santé? Et si je peux me permettre, la deuxième question, vous avez parlé de l'accessibilité aux données. Je comprends bien que jusqu'à maintenant, c'est surtout pour le monde académique, mais qu'est-ce qu'il y en est pour l'industrie? Est-ce qu'il y a une possibilité d'accéder à ces données-là? Pour la première question, le couplage est fait à Statistique Canada et c'est fait avec différents projets de recherche. Alors, il y a déjà du couplage qui se fait dans la division de la santé avec la RAMQ, avec différentes provinces, avec les registres de naissance et de décès, avec les registres de cancer. Alors, ça peut être, dès que les données vont être disponibles, on va pouvoir entretenir des projets de couplage. Et pour la deuxième question, quand les données vont être accessibles, elles sont accessibles à tous. Si je peux me permettre, la raison pourquoi je demande ça, c'est que dans le passé, je crois que, je ne sais pas si c'est une méfiance ou une malentendu, lorsqu'on fait une demande d'accès aux données des enquêtes de StatCan, lorsque ça provient de l'industrie, on se bute à un certain réticent. Donc, je me demande si c'est... La façon que vous expliquez, c'est comme si on a juste à faire une demande et on a accès à ça. Non, ce que je voulais dire par ça, j'aurais dû m'expliquer un peu mieux. Pour avoir accès dans les centres de données de recherche, il faut qu'il y ait un projet qui soit approuvé. Mais il n'y a pas d'aide d'abord, des exclusions à qui peut présenter des projets. C'est toujours basé sur la pertinence du projet et la méthodologie, puis voir si c'est quelque chose qui peut être fait avec les données qui sont dans le centre de données de recherche. Si je peux me permettre, c'est que tout chercheur qui respecte la procédure d'accès et donc qui veut soumettre un projet sous l'égide du CNSH peut avoir accès aux données. Donc, ici, à Montréal, on n'a pas encore eu de projet, on n'a pas eu aucune demande, donc aucun refus d'un chercheur d'industrie. Mais je sais que dans d'autres centres, par exemple à l'Université de Toronto, ils ont un certain nombre de projets menés par des chercheurs du secteur privé. Et donc, si ça passe par toutes les étapes du processus, pas de problème. Donc, il n'y a pas de refus. Lors de votre exposé, j'ai pu comprendre que l'enquête s'est intéressée aux suppléments et aux nutriments. Par exemple, vous avez publié un article sur la vitamine D. Ce que je n'ai pas compris par contre, c'est comment est-ce que vous avez collecté les informations sur les apports alimentaires? Et si oui, comment est-ce que ces informations ont été collectées? Parce que j'ai pu comprendre qu'il y a un questionnaire
général sur les ménages. Donc, je me pose la question sur cela. Mais justement, parce qu'on mesure la vitamine D dans le plasma, on a des questions dans le questionnaire ménage sur la nutrition et sur l'exposition au soleil, par exemple, parce que ça a un impact sur la vitamine D. Alors, il y a des questions qui ciblent les aliments riches en vitamine D ou pauvres en vitamine D. Alors, et on demande si les répondants prennent des suppléments aussi de vitaminiques, etc. Alors, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir faire les corrélations. C'est sûr que le module sur la nutrition n'est pas complet. C'est pas toute la nutrition d'une personne. C'est la fréquence aussi. Alors, il y a des limites à ça. Mais dans un rêve qu'on a, et de faire éventuellement, je ne sais pas quand, mais ce serait d'avoir un volet sur la nutrition qui est plus semblable à l'ESCC, faire un rappel sur les 24 heures. Mais même ça, ça nous donne juste ce qui s'est passé dans les 24 heures. Ça ne nous dit pas si ce 24 heures-là est répété ou peut-être dans ces 24 heures-là, ils ont bu du lait, mais qu'ils en prennent juste vraiment une fois par mois. Alors, le volet nutrition, là, quand on a nos consultations avec nos experts, c'est celui qui génère le plus de discussions. Puis il y a tellement de difficultés à mesurer ça. Alors, on a pris cette approche-là pour le cycle 1 et le cycle 2 là, pour essayer de garder les choses semblables. Mais on a notre consultation avec les experts le mois prochain pour le cycle 3. Et je sais qu'on va avoir au moins une demi-journée de discussion sur la meilleure manière de faire ça. Moi, j'ai une question sur les accéléromètres, en fait. Je demande que vous les appelez, je suppose, les bidules qui... Ben, ça va être la dernière affaire qui va être mise disponible, mais ça avait l'air de quoi, l'efficacité de tout ça? Parce que moi, je travaille en transport actif, puis il y a beaucoup de travaux qui se sont faits en Europe, particulièrement chez les enfants. Justement, on essaie de voir c'est quoi qui leur donne le plus d'activité physique, genre la marche à l'école ou la récréation, mettons. Puis c'est assez inégal, là, les données qui sortent de tout. Peut-être parce que c'est des enfants, donc ils perdent le bidule, en tout cas. Donc, comment ça a été? Justement, puis ça, je disais, on fait beaucoup de contrôle de qualité justement à cause de ça. On a établi avec une équipe de chercheurs justement de l'hôpital des enfants et de kinésiologues un peu partout aussi. C'est quoi quels sont les critères de qualité finalement? Parce que si une personne le porte un jour sur 7, c'est évident qu'on ne le garde pas. Alors, on a établi qu'il fallait que la personne l'ait porté au moins 4 jours sur 7 et qu'il y ait au moins un de ces jours-là qui soit un jour de fin de semaine parce que le patron n'est pas le même. Il faut qu'il y ait des données enregistrées pendant toute la journée. Alors, ça va éliminer un certain nombre de personnes qui l'ont porté justement de façon plus sporadique que d'autres. Fait que ça va éliminer le potentiel de répondants, mais ce qui va rester devrait être plus cohérent. Ce qu'on n'a pas, par contre, c'est un peu le journal qui ira avec ça. Mais... OK. J'ai peut-être une question sur l'impact que vos résultats peuvent avoir sur les autres enquêtes du programme d'enquête sur la santé, basées sur l'autodéclaration. Oui. Bon, premièrement, est-ce que vous avez envisagé d'administrer à un sous-échantillon de vos répondants disons, le bloc de questions habituelles d'autodéclaration pour permettre ensuite de corriger peut-être l'interprétation des résultats? Bien, il y a, pour répondre à votre deuxième question d'abord, dans le questionnaire ménage, on a certaines questions d'autodéclaration, comme par exemple la taille et le poids. Alors, on va pouvoir comparer à la taille et le poids mesuré. La même chose pour l'activité physique. Il y a des questions sur l'activité physique. Les conditions chroniques de cholestérol, diabète, etc. On demande aux questions, aux répondants, est-ce que vous avez ces conditions-là? Est-ce que vous prenez des médicaments, etc. Alors, ça va pouvoir nous montrer à quel point des choses sont sous-déclarées ou mal déclarées ou juste inconnues des gens, finalement. Alors, on va pouvoir faire cette comparaison-là. Et c'est ça qui va nous aider justement avec les autres enquêtes sur la santé qui continuent. Ça va nous aider à avoir un peu une espèce de facteur de correction là, quand on regarde les données
qui vont ressortir régulièrement, tous les ans, des enquêtes de santé sur la taille et le poids. Bien, on va pouvoir dire, bien, on sait que quand c'est autodéclaré et quand c'est mesuré, il y a une différence de X. Alors, on va pouvoir interpréter ça de façon un peu plus exacte. Vous mentionniez qu'aux États-Unis, il y a une expérience, une quarantaine d'années d'expérience sur l'enquête sur les mesures de la santé. Est-ce que ça a finalement eu un impact sur les autres enquêtes sur l'autodéclaration? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre de ça. Sûrement qu'ils ont continué avec leurs enquêtes, c'est certain. Ce qu'on doit voir, nous, c'est est-ce qu'il y a un impact dans notre enquête, à savoir si la personne qui est au ménage sait qu'elle va se faire peser et mesurer, est-ce qu'elle va déclarer différemment qu'elle aurait déclaré si elle ne serait pas pesée et mesurée? Alors, puis ça, je ne sais pas si les Américains ont fait cette étude-là. Ça, c'est un exemple. Les formulaires de consentement sont signés seulement dans la roulotte. Donc, lorsqu'ils font le questionnaire dans la maison, il n'y a aucun formulaire de consentement? Merci. Ouais, ça, c'est comme toutes les enquêtes à Statistique Canada. Il n'y a pas de consentement explicite, c'est un consentement implicite. S'ils acceptent de participer et répondre aux questions, c'est implicite. Et on continue. Mais à la clinique, c'est un consentement écrit. Bon, je pense qu'on pourrait peut-être continuer encore longtemps. Moi, j'aurais plusieurs autres questions, mais on va vous remercier. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Cette